Donc bonjour, donc suite à l'idée de notre organisateur Olivier, nous allons parler des triangles. Alors, je propose 3 exercices sur les triangles, les idées ne sont pas de moi d'ailleurs, mais pour deux d'entre eux, de Olivier, et des exercices un peu intéressants, un peu originaux, enfin. Alors, ça va être de plus en plus compliqué quand même. Donc, d'abord, voilà, dans un article qui est intitulé Théorème sur la géométrie des quinconces, publié dans le bulletin de la Société mathématique de France en 1878, le célèbre mathématicien Édouard Lucas, et bien voilà ce qu'il affirme, les sommets ou les centres d'un échiquier quelconque ne sont jamais situés au sommet d'un triangle équilatéral. Voilà. Donc le célèbre mathématicien Édouard Lucas, pourquoi il est célèbre? Parce qu'il est célèbre pour avoir exhumé la fameuse suite de Fibonacci. C'est également lui qui est à l'origine de la popularisation du célèbre jeu des tours de Hanoï. C'est lui qui a inventé l'habillage avec l'histoire des tours de Hanoï, parce qu'évidemment ça ne venait pas du tout du Vietnam, plus qu'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, alors, une démonstration parmi d'autres, eh bien, consiste à faire une démonstration par l'absurde en supposant qu'il existe un triangle équilatéral dont les coordonnées abscisses et ordonnées sont évidemment entières, donc dans Z. Et on va aboutir à une contradiction en montrant d'une part que l'aire de ce triangle est rationnelle, c'est-à-dire dans Q bien entendu, et d'autre part qu'elle n'est pas rationnelle. Voilà. Alors évidemment, vous avez déjà compris que avec l'histoire de triangle équilatéral d'angle de 30, de 60 degrés, il va y avoir racine de 3 et que l'irrationalité de racine de 3 va servir. Donc, on considère un triangle, puisque c'est une démonstration par l'absurde, rouge ici, dont les sommets sont sur Z carré, voilà, censé être équilatéral. Évidemment, celui-ci ne l'est pas, mais c'est une démonstration par l'absurde. Et on considère le plus petit rectangle qui encadre le triangle. Voilà. Et avec son quadrillage, bien entendu. Et tout se joue sur l'aire. Donc, sans surprise, l'aire du triangle, vous pouvez, le rouge, la calculer à partir des aires des triangles bleus et de l'aire, évidemment, du rectangle, qui est l'aire du rectangle, un nombre entier. Et il ne reste plus qu'à retrancher l'aire des 3 triangles rectangles bleus pour avoir l'aire du triangle rouge. Or, ce qui se passe, évidemment, c'est que chacun des 3 triangles rectangles bleus a une aire qui est un entier. Voilà. Puisque là, c'est extrêmement facile de calculer l'aire d'un triangle, mais qui plus est, ils sont même rectangles. Donc, un demi de base fois hauteur, évidemment, celui qui est là, un demi de base fois hauteur, vu que, eh bien, ce sont des nombres entiers pour la base et la hauteur, ça fait un rationnel, et voilà, il suffit à démontrer que l'aire du triangle... Du coup, on montre même que l'aire est décimale, même si oui, soit c'est D sur 2, soit c'est sur... Oui, c'est décimal, et même que c'est divisible, oui, que c'est un entier quand on arrive à multiplier par une puissance de 2. Voilà. Je peux dire que c'est décimal en base 2. Ouais. Voilà, un développement binaire. Soit ça tombe juste, soit c'est 0,5. Ouais. Qui tombe juste. Ouais. Alors ensuite, autre manière de calculer l'aire de ce triangle, et cette fois-ci pour arriver à la contradiction, il s'agit de montrer qu'elle n'est pas rationnelle. Là, eh bien, c'est d'oublier évidemment le quadrillage, de calculer l'aire comme un demi de base fois hauteur, mais j'ai détaillé même, on pourrait par exemple comme ça le faire en secondes, hein, évidemment. Donc c'est évidemment 2 fois l'aire du triangle rectangle gris, et l'aire du triangle gris, il suffit, comme vous le savez, d'appliquer le théorème de Pythagore pour avoir la hauteur ici du triangle équilatéral
Donc, à une époque, je ne sais pas, souvent on faisait apprendre, mais je ne pense pas qu'on fasse apprendre encore que la hauteur d'un triangle équilatéral, c'est A fois racine de 3 sur 2. Bon, évidemment, on peut aussi l'obtenir en faisant un peu de tricot, hein, parce que, évidemment, c'est lié aux lignes trigonométriques de 60 degrés. Et voilà, c'est terminé, puisque l'aire du triangle rouge égale à racine de 3 fois A carré sur 4, eh bien, A carré sur 4, eh bien, ça va être un rationnel. Comment on le voit? Eh bien, A carré, donc on applique le théorème de Pythagore à l'un des triangles bleus, n'importe lequel, et A carré, c'est la longueur de l'hypoténuse de l'un de ces triangles bleus. Et donc, comme les deux côtés sont des entiers, et que, évidemment, le carré de la longueur de l'hypoténuse est la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, ça fait A carré qui est un entier. Et comme après, racine de 3 est un nombre irrationnel, ça, évidemment, tout le monde sait le démontrer par le même petit raisonnement par l'absurde que pour montrer que racine de 2 est irrationnelle, ça termine cette démonstration, qui est évidemment facile. Donc, pour revenir sur Édouard Lucas, Édouard Lucas est connu pour s'être intéressé à la vulgarisation des mathématiques, s'être intéressé un peu aux jeux mathématiques et logiques, avoir fait des habillages intéressants, suite de Fibonacci, tour de Hanoï, etc. Mais c'était quand même un mathématicien de tout premier plan qui a fait des trouvailles tout à fait remarquables pour son époque en particulier sur les nombres premiers. Et il existe encore un test, le test de primalité de Lucas Lemmer, qui est tout à fait encore d'actualité et d'un niveau évidemment nettement plus relevé que cet exercice-là. Bon. Alors, deuxième chose, là, effectivement, ça va être d'un niveau... Peut-être juste, tu aurais pu dire, parce qu'on avait trouvé l'article là sur le site Image des Maths, et où en fait l'habillage c'était les triangles latéraux n'existent pas, et entre parenthèses, sur un écran d'ordinateur. Oui, alors effectivement, on voit que... Sur GeoGebra, il n'y a pas de triangle latéral, quoi, parce qu'il y avait les pixels, c'est comme un quadrillage carré. On peut essayer de refaire un habillage, ce qu'avait fait Édouard Lucas, puisque lui, au lieu de dire un triangle équilatéral qui a ses 3 sommets dont les coordonnées sont des entiers, il avait préféré le présenter comme les sommets, les centres des cases d'un échiquier, ce qui revient à un quadrillage et qui est normalement compréhensible par quasiment tout le monde, effectivement. Effectivement, on peut, de nos jours, où quand on dessine, effectivement, sur un ordinateur, c'est affiché sur un écran, et effectivement, sur un écran, nous avons également, eh bien, des outils, et c'est vrai que les pixels, ils ont une taille petite, certainement pas nulle, et même si la résolution actuelle des écrans est quand même assez remarquable, et bien, tout ce que peut faire l'écran, c'est allumer des pixels. Donc c'est vrai que si on dessine sur GeoGebra un triangle, les 3 pixels, même si on dessine un triangle équilatéral, les 3 pixels ne seront pas exactement, en fait, mathématiquement, au sommet d'un triangle équilatéral, même si on essaye d'utiliser l'outil triangle équilatéral. Ce qui peut être encore plus intéressant, c'est que normalement, c'est vrai que je n'utilise pas, en fait, rarement GeoGebra. Je ne sais pas s'il y a une fonction d'accroche par défaut quand on fait comme ça un triangle. Parce que s'il y a une fonction d'accroche, il a des fois tendance à prendre l'entier. Et si on se dit, tiens, je vais m'amuser à dessiner un triangle équilatéral, et on a tendance à vouloir cliquer plutôt au niveau... Oui, mais tu peux le produire, tu sais, avec le regard de prendre l'icône du triangle, la 4e, et là tu fais polygone régulier, ah oui, et là, tu rentres A et B, et après tu mets les 3. Ah oui, oui. Les 3 côtés, 3. Et là, effectivement... Et là, je trouve que c'est pas mal avec les élèves de leur dire, mais celui-là, il sera jamais équilatéral.
Non, celui-là, il l'est. C'est un réseau à maille Non, carrée. il l'est pas, mais ce qu'il y a, c'est que ça ne peut pas tomber. On peut aussi le présenter comme ça. Oui, aux oui. élèves. C'est que le troisième sommet, si les deux premiers, je les ai pris à coordonnées entières, ben, le troisième sommet, lui, n'est pas à coordonnées Oui, oui. entières. Voilà. Alors, on peut se dire, oh, c'est dommage, je pourrais essayer de déformer un peu. Ben, si je déforme, j'aurai un triangle qui ne sera pas équilatéral. Si je m'accroche au sommet qui est là. Voilà. Oui, alors après, effectivement, là, les pixels de ce triangle équilatéral, mais bon, c'est vrai que là, les pixels sont tellement petits maintenant que le petit disque bleu qui est ici, c'est pas un seul pixel. Alors, alors, comme il a tendance, même en dézoomant, à garder la même taille, donc même si effectivement on dessinait avec un seul pixel, ce ne serait pas possible que les centres de ces pixels soient au sommet d'un triangle équilatéral, encore que, à supposer que les pixels soient bel et bien Oui, carrés. un réseau à maille carrée. Ce n'est pas sûr. Et ensuite, sur un écran à cristaux liquides, en fait, je crois savoir que les pixels, si je ne m'abuse, eh ben, ils sont 3 par 3 côte à côte, correspondant aux 3 couleurs RGB. Et donc, en fait, allumer un seul pixel, si on l'allume, on veut qu'il soit blanc sur un fond noir, en fait, on croit qu'on allume un seul pixel, mais il est très probable qu'on en allume peut-être plusieurs pour dessiner un améliorer. triangle rouge, vert, Pardon ? il faut peut-être dessiner un triangle rouge, Oui. que rouge ou que vert. Ou que... Oui. Oui, mais alors de toute façon, je pense que je soupçonne que les pixels, en quelque sorte, il y a 3 pixels pour 3 couleurs pour un seul pixel qui serait un point géométrique. Les points géométriques ont tendance, même s'ils ne sont pas vraiment carrés, à ressembler quand même plutôt à du carré. Je soupçonne encore qu'il faudrait voir. Et donc par conséquent, les sous-pixels des 3 couleurs élémentaires, je soupçonne, mais peut-être que je me trompe. Parce que sur les écrans cathodiques, en fait, ils étaient imbriqués avec un décalage. Les couleurs étaient décalées comme des disques qui sont décalés les uns par rapport aux autres. On met une rangée de disques et puis après on les pose les uns comme ça. Parce que sur les écrans cathodiques, les luminiformes, ils étaient circulaires, ils recevaient tandis que sur les écrans à cristaux liquides, peut-être qu'ils sont plus carrés. Je ne sais pas. Oui. Là, tu as regardé donc les triangles à coordonnées entières dans Z2. Oui. Si on imagine qu'on prend les bornes, par exemple, on imagine des triangles à coordonnées entières comprises entre moins n et l, Oui. avec un entier qu'on va faire varier. Donc on va avoir aucun triangle équilatéral, mais on va aussi avoir un triangle qui va être le plus proche possible d'un triangle équilatéral, par exemple au sens de la distance de Hausdorff ou je sais pas encore. Et la question c'est comment ça évolue en fonction de n, ça. Oui, j'en sais rien. Non, je trouve que c'est une question amusante. Oui, oui, effectivement, oui. Tout à fait. Ah ben c'est sûr, hein. Si, Dès qu'on se pose des questions, il y en a beaucoup qui arrivent, hein. Mais oui. Et le donc, pauvre, tu vas jamais finir l'exposé si on te commence à... Non. Je vois que Edouard Lucas se posait des questions, mais qu'il n'y a pas que Edouard Comme Lucas qui se pose des questions. c'est bien. Voilà. Donc, exercice Deux. plus difficile qu'on fait avec les nombres complexes. Alors, c'est un grand classique de la géométrie avec les nombres complexes, mais le grand classique que l'on peut faire sans être du tout un spécialiste de la géométrie avec les nombres complexes, parce que les subtilités, on n'enseigne plus. Là, c'est ça simplement. Donc, c'est caractériser un triangle rectangle, savoir quand on a un triangle ABC, et petit a, petit b, petit c, c'est 3 affixes, quand est-ce qu'il est équilatéral. Et il y a ceci. Voilà. Bon, alors moi, évidemment, je suis prof en prépa, alors on peut le donner en maths sup comme exercice direct. Mais évidemment, même en maths sup, il n'est pas forcément très facile. Bon, avec des questions, évidemment, ça devient plus facile. Donc, sans surprise, si vous voulez démontrer ça, eh bien, on va utiliser les racines cubiques de l'unité. Voilà, mais pas plus loin. Pas besoin d'aller chercher des racines linéaires en général. Donc, J, EI de pi sur 3. Donc, dans le plan complexe, ici, c'est le point qui est là. Bon, J.
Et évidemment, les 3 racines cubiques de l'unité, c'est 1j carré, qui se trouve être également le conjugué de j, qui est là. Et les 3 racines cubiques de l'unité sont évidemment au sommet d'un polygone régulier de côté de 3 sommets, c'est-à-dire d'un triangle équilatéral. Et on a cette fameuse relation 1 plus j carré égale 0, qui est toujours pareil, un cas particulier de la relation générale qui dit que la somme des n racines linéaires de l'unité vaut 0. Mais là, on a besoin que de celle-ci. Et quand on fait la figure, et si on représente évidemment vectoriellement, ce que je n'ai pas fait, mais par des flèches qui partent du vecteur nul, du 0, là, on peut assez bien comprendre, vu que ça part dans 3 directions bien équilibrées en quelque sorte, faisant des angles de 120 degrés, que ça fait 0. Voilà. Bon, on essaye évidemment toujours, quand on a besoin de faire apprendre ça aux élèves, de leur faire comprendre que visuellement, c'est peut-être pas surprenant. Voilà. Alors après, il faut distinguer le cas où le triangle ABC est direct et celui où le triangle ABC est indirect. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un triangle ABC direct? C'est quand on tourne dans le sens direct. C'est tout. Bon, en condition de savoir qu'est-ce qu'on appelle ABC, hein, qu'est-ce qu'on appelle un triangle. Hein. Donc, en fait, c'est plutôt le triplet ABC qui est direct. Voilà. Et après, évidemment, le seul aspect un peu pour traduire le fait qu'il va être équilatéral, ben c'est là. Le triangle ABC est équilatéral direct lorsque le vecteur AC s'obtient à partir du vecteur AB en tournant d'un angle égal à pi sur 3. Voilà. Bon, évidemment, c'est là que tourner d'un angle pi sur 3, ça nécessite quand même, si on veut le traduire en nombre complexe, un peu d'explication quand on est débutant sur les nombres complexes. Donc, ça revient à multiplier par EI pi sur 3. Voilà. Et donc, les équilatérales directes, si et seulement si C moins A égale EI pi sur 3 fois B moins A. Bon, c'est tout. Alors après, je l'ai réécrit ici. Bon. J'ai utilisé, je vous l'avais annoncé, les 3 racines cubiques de l'unité 1j et j carré, même si de toute façon, on pourrait faire sans, évidemment, parce que finalement, ce n'est que j égale i de pi sur 3. C'était pour nous montrer ta belle extension Mmh. Louisa Rose, là. Oui. Non? C'est pas ça. Voilà, si c'est ça. Donc ici, j'ai remplacé par moins j carré. C'est joli. J'ai fait passer de ce côté-là A, B, C. Donc, et ensuite, l'avantage, c'est que ici, ça simplifie facilement par 1 plus j carré égale 0. Et on obtient JA plus j carré B plus C égale 0. Voilà. Pour ça, AB. Hop, et j'ai oublié un C, pardon. ABC est équilatéral indirect. Eh bien, comme vous vous en doutez, on pourrait obtenir cette relation. On peut dire de même, ou mieux encore, on peut dire que manifestement, ça revient à échanger j et j carré, puisque j et j carré sont deux nombres conjugués. Donc ça revient à faire une réflexion par rapport à l'axe des ordonnées des abscisses. Donc et une réflexion, ça va remplacer un angle direct par un angle indirect. Mais bien entendu, on peut aussi refaire tout simplement le même calcul. Alors après, et ben voilà, il suffit de regrouper. Donc ABC est équilatéral. Voilà, si et seulement si il est équilatéral direct ou équilatéral indirect, équivaut à JA plus J carré B plus C égale 0 ou J carré A plus JB plus C égale 0 et utiliser qu'un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs au moins est nul. Faudrait qu'on le dise comme ça en seconde, là. Non, c'est parce que j'avais pas la place. Voilà, non, c'est un peu pompeux. Mais justifier l'équivalence, par contre, ça, c'est indispensable. Voilà. Puis évidemment, ce qui peut surprendre si on rédige comme ça, c'est que l'élève, il a tendance, c'est normal, à utiliser plutôt dans l'autre sens, en écrivant. C'est-à-dire, on a un produit qui est nul et on dit, ah ben le produit est nul si et seulement si l'un des facteurs au moins est nul. Et on
utilise ça, bien entendu, pour résoudre des équations, etc., etc. Tandis que là, passer spontanément de là à là, c'est vrai que ça nécessite un peu d'initiative. Parce qu'après tout, pourquoi on penserait-on que ça va simplifier l'écriture? Voilà. Bon. Donc, effectivement. Les étudiants de prépa, ils arrivent à avoir l'initiative. Il faut quand même faire des questions Non, intermédiaires. mais l'exercice, Oui, moi, c'est pas je le posais, sec comme ça. je le posais Ouais. en colle, en En interrogation orale. Donc, bon. On peut arriver. Alors déjà, Oui. ne pense pas à faire indirect, indirect. Oui. Et quand tu arrives, les deux sont nuls. Ouais, de repenser au là, produit. il faut que tu pousses au produit. Ou le A fois B égale à 0. Mais après, ça c'est joli d'avoir ce ou et puis d'avoir une seule égalité algébrique. C'est pas mal. Sujet de spémat qui était dessus. Moi, Ouais. la version détaillée, j'utilise un sujet de spémat. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est vraiment l'utilisation de l'intégrité de R, mais plutôt dans le sens. Oui, dans ce sens-là. C'est ça qui est chouette. Je trouve. On n'a pas l'habitude de passer d'un ou à l'équation produit nul, quoi. C'est toujours dans l'autre sens, quoi. Et puis alors, quand on développe, quand on regroupe, on a ça après avoir utilisé que j cube égale 1, Ouais, c'est ça. et on réutilise ensuite également que j plus j carré égale 1, et que 1 plus j carré égale 0, et on arrive au résultat qui est là. Voilà. Donc c'est quand même un très bel exercice de géométrie. Avec les complexes, je trouve que c'est le plus joli. Après, il y a des choses beaucoup plus ardues avec les complexes, mais qui ne sont plus dans l'esprit des programmes, même en prépa. Hein. On pourrait arriver à faire en complexe des choses étonnantes avec des droites de Simpson, des cercles, etc. Mais il faut être expert du ZZ bar et de tout ça. Mais là, par contre, on pourrait peut-être se dire que, évidemment, ça fait penser aux fonctions symétriques élémentaires Oui. des racines. Voilà. Que d'un polynôme de degré 3. Hein. Donc, je ne vais pas employer une notation générale des fonctions symétriques élémentaires des racines d'un polynôme. La tradition, c'est petit sigma 1, petit sigma 2, tout ça. Là, ce n'est qu'un polynôme de degré 3. Donc, ça va être assez facile. Donc, un polynôme de degré 3, bon, je vais le prendre unitaire, c'est-à-dire normalisé. X cube plus px carré plus qx plus r, unitaire, bon, de degré 3, à coefficient dans C. Et on note ABC, c'est 3 racines dans C. Donc, évidemment, il faut admettre qu'un polynôme de degré 3 a 3 racines dans C. Voilà, éventuellement confondu. Ou alors, évidemment, on peut évidemment s'amuser à prendre le polynôme x-a fois x-b fois x-c et le développer. C'est un peu plus artificiel par rapport au problème. Donc, pas besoin évidemment d'être spécialiste du lien entre les fonctions symétriques élémentaires des racines et les coefficients, parce que c'est qu'un polynôme de degré 3. Et donc, il faut quand même arriver à... On le développe. Voilà, on a ça. Donc ça, parce que deux polynômes sont égaux si seulement si ils ont les mêmes coefficients. Hein. Et oui, ce qui n'est quand même pas si évident. Voilà. On trouve la somme des racines qui vaut moins P. Ben, ça, par contre, c'est d'une utilité très répandue. Hein. Le produit de racines, un ultra classique aussi. Mais moi, j'avais besoin aussi de la somme des carrés. Des produits. Oui, mais A carré plus B carré plus C carré, c'est pas une fonction symétrique élémentaire des racines. Puisqu'elle n'apparaît pas ici. C'est une fonction symétrique. Mais par contre, il y avait AB fois plus AC plus BC. Alors justement, la somme, alors, en fait, la somme des racines, dans la notation traditionnelle, c'est petit sigma 1. Ça, la somme des produits des racines 2 par 2, c'est petit sigma 2. La somme des produits 3 par 3, c'est petit sigma 3. Donc, le petit sigma 2, je l'ai. Et j'ai la somme des carrés. Donc, et alors pour récupérer la somme des carrés à partir des autres fonctions symétriques élémentaires, bon, il suffit de développer le carré, là. Voilà. Et évidemment, la somme des carrés, c'est le carré d'une somme, c'est la somme des carrés plus la somme de tous les doubles produits. Et donc, la somme des carrés, voilà, on la récupère directement comme étant la somme, voilà, moins P élevé au carré.
moins 2 fois le petit sigma 2 qui vaut Q. Et finalement, eh bien, il ne reste plus qu'à reporter. Et on peut dire que les 3 racines Ouais. du polynôme qui sont là, quand on admet, bien entendu, que ce polynôme admet 3 racines complexes, voilà, et en considérant qu'elles ne sont pas confondues, mais bon, vous avez vu, hein, je suis passé sur l'histoire des triangles éventuellement aplatis, on ne va pas s'embêter avec ça. Donc, sur les racines d'un triangle équilatéral, si et seulement si, P carré moins 2Q égale Q, hop, et puis ça tombe là-dessus. Et ce qui est un peu curieux, c'est que R, il n'intervient pas. C'est pas absolument évident, hein, parce que le R qui est là, ça ne fait pas une translation des racines. Hein. Voilà. Parce qu'évidemment, un triangle équilatéral, si on le translate, c'est toujours équilatéral, mais ça, c'est le terme constant du polynôme. On le change, ça ne fait pas une translation des racines. C'est plus compliqué. François, si tu as les 3 racines qui sont fixées, oui. Et que tu connais 2 des coefficients, le 3e est imposé, non? Ce qui ferait que, Oui. ta relation, il n'y aurait que 2 coefficients qui seraient mis en jeu. Je te dis des conneries. Pas trop suivi, répète. Ben, j'ai dit qu'en gros, tu contrains la forme du polynôme si tu fixes les 3 racines. Si c'est un polynôme normalisé de degré 3 et 3 racines, il n'y en a qu'un polynôme. Donc il est absolument contraint, oui. Ouais, d'accord. Voilà. Alors je vous propose de passer à ça. Voilà. Marche aléatoire dans un triangle. Mais vous allez voir que ce n'est pas sur les sommets du triangle. Ce qui peut se faire aussi, et ça donne des choses assez classiques en probabilité, et ça donne une chaîne de Markov, etc. Là, c'est pas ça parce qu'on va se promener vraiment dans la surface triangulaire. Voilà. Et puis en fait, vous allez voir que ce n'est pas vraiment un exercice de proba. Enfin, si, on peut faire des probas, mais ce n'est pas tellement l'objet de mon discours. Alors, il paraît que le problème a été appelé jeu du chaos, et j'ai fait une petite anomalie ici. Et le problème suivant est appelé jeu du chaos et a été introduit en 1993. Bon, j'imagine qu'il y avait d'autres personnes qui avaient considéré la chose avant, parce que vous allez voir, ce n'est pas absolument original. Voilà, alors on considère un triangle équilatéral ABC, on note G son centre, on considère alors un mobile ponctuel qui est dans le triangle et qui va se déplacer de la manière suivante. Et dans le triangle, c'est dans la surface triangulaire, pas forcément en centre de gravité, n'importe quel point. On va éviter quand même le bord du triangle, les côtés du triangle. Voilà. Et bien à chaque étape, un des sommets du triangle est choisi de manière aléatoire et équiprobable, et le mobile se déplace alors en direction de ce sommet et parcourt exactement la moitié de la distance qui le sépare de ce sommet. Voilà. Donc, eh bien, est-ce qu'on a le temps de le programmer? Oui, quand même. Ça ne va pas prendre plus de 5 minutes, n'est-ce pas? D'accord. Donc, nous allons passer le clavier à M. Delors. Oui, je te mets à contribution pour taper en Python. Ça ne te dérange pas? Non. Lançons un petit Python. Donc, un petit Python. Donc, je propose, ça va aller très rapido, de charger. Ah, monsieur Anachi, je savais que je pouvais faire confiance à un honorable prof étoilé. Vous savez que monsieur Anachi est le seul prof étoilé de ce lycée. Non, prof de maths, sous-entendu. Sous-entendu, je parlais. Je suis d'accord. Donc, un petit Python. Je dois faire quoi, moi? Tu m'as pas mis Python. Tu fais ça, et puis tu vas chercher Python. C'est que je ne sais pas quel est ton éditeur de Python préféré. C'est bon, j'ai compris. Mets-moi c'est Python. Juste le. Ah, mais je voulais le. Attends. Si tu fais ça, voilà. C'est bon. Logiciel de programme, c'est bon. Ouais, mais t'es bon, alors là, c'est fini. Toi, tu vas faire ça. Oui, non, mais c'est fini le son.
Ah, tu le coupes. Mais c'est ça qui est bon. C'est filmé, mais ce n'est pas diffusé en direct. Voilà. Pour éviter les dérapages. Voilà. S'il vous plaît, je vous dis pourquoi j'ai un piso, c'est parce qu'il n'y a rien dedans. C'est très épuré. Moi aussi j'aime ça. Ah, Avec mini condense. alors contrôle plus, je sais pas, parce qu'on savait, je veux pas le temps. Waouh. Bon, import random, parce que comme il va falloir quand même choisir à chaque étape de manière aléatoire et incourbable l'un des trois sommets, il faut utiliser une petite fonction qui génère le nombre Je fais un alias ou pas? Je fais un alias ou pas? Oui, as RD. Ah, spontané. Non, parce que d'habitude les gens ils mettent. Allez, action. Alors, import matplotlib .pyplot, parce que évidemment le but c'est de faire le graphique, hein, pour voir un peu ce que ça donne. Est-ce que est-ce qu'on tourne en rond comme ça en se rapprochant de l'origine? Au contraire, est-ce qu'on est chassé vers le bord? Est-ce que finalement ça fait une horrible courbe du dragon qui va recouvrir absolument tout le triangle au bout d'un certain temps? Mais tu peux pas faire 4 ou 5 pas à la main à la craie? Ah oui, mais alors là on va pas voir. Ben justement. Je peux faire ça. Oui, pour voir. Pour le début de la marche aléatoire. Oui, ben la craie, ça D'une va marche pas- aléatoire. Ça va pas mener loin. Hein. Ça va pas mener loin. Vous êtes là, vous êtes la moitié, vous arrivez là. Vous êtes là, vous êtes la moitié, vous arrivez là. Vous recommencez, si vous rechoisissez le même. Vous allez là, vous êtes là. Vous refilez là, vous prenez la moitié. Vous repassez là, vous prenez la moitié. Donc, Colorie un peu ce que tu as eu, ouais. je suis passé de là à là, puis 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 à là. Bon, on a du mal à croire quand même que ça spirale ou que ça converge vers le centre du triangle. Si ça converge, tout le monde comprend par effet de symétrie que ça ne peut être que dans le centre du triangle. Ou alors il y a convergence avec une certaine probabilité. Bon, donc, très bien. Non, je propose qu'on fasse quand même une fonction, qu'on fasse def, marche, x, y, n. Non? Mais oui, parce qu'après, pour la... ça coûte pas cher. Je sais pas si vous voulez créer les points. Ben si, on va mettre les points dans 3 listes, oui. Mais je propose qu'on mette le point initial, petit a, petit b. 3 arguments, petit a, petit b. Donc petit a, petit b, ça sera la valeur courante du point où on se trouve. Petit n, ça sera le nombre d'itérations. D'accord? Donc, Tu manipules des complexes ou des réels? je manipule non, des réels. On va Ah, parler des problèmes? Ah, d'accord, j'avais pas compris. Non, je ne fais pas en coordonnées les nombres complexes, je n'utilise pas les nombres complexes, j'utilise les coordonnées cartésiennes, c'est tout. Petit a, petit b et le n? N, oui, pour le nombre d'itérations. Donc le nombre de pas que l'on va calculer. Enfin, les n premiers termes ou n plus 1 premier terme de la suite. Donc grand A, je propose de mettre, eh ben, ça va être la liste, on va aller mettre la liste des abscisses successives. Donc au début, il n'y a qu'une seule composante, c'est petit a. Voilà. Et puis je rajouterai, voilà, les abscisses suivantes. Donc une seule composante dans la liste. François? Oui. Je suis en panique, je ne sais pas où le crocher. Oui, le problème c'est que ce clavier est censé marcher à la fois pour les Mac et tout ça. Et donc il est là, axe ici. Voilà. Là où est la... Voilà. Je vous garantis que c'est chaud là. C'est parce que, Il n'y a pas de souci, les gars. en fait, pour Windows, c'est à droite, toujours. Et ce qui est à gauche, c'est pour le Mac. Donc, A égale, voilà. Oui, François? Oui, Ensuite? A égale. oui, voilà. Oui, alors on va pas s'embêter, hein. Le triangle, on va prendre 0, 0, 1, 0. Et bien entendu, pour un triangle équilatéral, Un demi. 1 demi, racine de 3 sur 2. Voilà, mais ça, on en aura besoin après. 1 demi, racine de 3 sur 2. Voilà. Donc ça, c'est pour les abscisses. Une autre liste pour les ordonnées, B. Voilà. Voilà, voilà.
François, tu peux rappeler les règles du jeu, on n'est pas sûr du coup. Tu pars du centre à chaque fois. Non, 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 c'est pas Tu ça. pars de où tu veux. Tu pars de où tu veux. Tu vises un sommet. Tu On vises un sommet choisit. et tu te déplaces de la moitié de la distance qui te sépare du sommet. Voilà, voilà, c'est ça. Ok. Donc là, on va mettre petit b. On peut tester plusieurs conditions. Et ensuite, on va lancer une boucle. Oui, parce qu'on pourrait tester avec plusieurs conditions initiales. C'est pour ça que j'ai vu une fonction. Et jusqu'à n, voilà. On va faire n. On va en calculer n. Donc il y aura n plus 1 point, puisqu'on en a déjà 1. Enfin, c'est peu importe. Hein, on va mettre n égale 100 ou 1000, ou je ne sais pas. On va pas mettre 1 million. On peut mettre 10 000, hein, ça va le faire. Hein. Voilà. Alors là, on tire au hasard. I, un nombre qui va être... Oui, j'ai utilisé I pour ma boucle, mais ça ne me dérange pas. Eh ben, on va prendre K, c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc, on va prendre K. On le tire au hasard. Donc, Randint. on peut faire rd.randint. Donc, Randint dans random, il y a randint dans random, oui. t'en es sûr? Oui, c'est sûr. Oui. Mais alors, il faut mettre le premier entier et le dernier entier. 1, 3. 1, 2, 3. Sinon, tu utilises random si tu veux avoir une codification de fourniture. Oui. Bon, on va mettre 1,3. Allez. Bon, de toute façon, on va qu'on veut. Peu importe. Et ça exclut Non, ça ne dit pas. Avec randint, ça n'exclut pas. Non, c'est spécial, ouais. Parce que c'est c'est un un truc tordu. C'est pas du non-pivot. Avec non plus, ça n'exclut pas non plus, je crois. Mais c'est random, Si, c'est voilà. justement qui exclut. Nous, ça exclut. Mais là, ça ne va pas exclure. Bref, on s'en fout. Bon, sinon, il faut tirer au hasard un flottant entre 0 et 1. Et puis regardez s'il est plus petit qu'un tiers, entre un tiers et 2 tiers, 2 tiers et 1. Voilà. Pour prendre un entier au hasard parmi 3, coupé en 3, autant tous les générateurs de nombres aléatoires, ils viennent d'un seul et même générateur de nombres aléatoires qui renvoie un nombre aléatoire entre 0 et 1, suivant la loi uniforme. Voilà. Enfin, évidemment, ce n'est pas un vrai réel, c'est un flottant. Mais bon, voilà. Donc 1,3, en tout cas, ça fera 1, 2, 3 et plus probable. Voilà. François, je ne sais pas faire les chiffres. Il y a de la digression. Non Majuscule, là. Tout simplement. Je progresse. On va le faire. Voilà. Bon, Et alors, non bon, ben voilà, alors le premier cas, c'est, on va dire qu'on a choisi ce sommet. Donc si ici, on est au point de coordonnées AB, eh ben c'est facile, évidemment, d'avoir le milieu sur du deux, mais sur segment, deux. puisqu'il suffit de diviser par 2. 2. Voilà. Donc, si K égale 0, non 1, pardon, parce que si on a mis 1, 2, 3, bon, peu importe. Et bien, dans ce cas-là, A, égale on le divise par 2. 2. Donc, la nouvelle valeur de A, c'est A A sur 2. divisé par 2. Et la nouvelle valeur de B, c'est B divisé par 2. Voilà. Donc, A, 2 points égale A divisé par 2. Et idem pour B, tout simplement. Voilà. Pourquoi 2 points? La réaffectation. Ah non, c'est pas, il n'y a pas 2 points. Non, ça c'est en diamètre, pardon. Non, Oui. c'est le langage formel que j'utilise. En Maple, oui, il y a 2 points égales. En Camel aussi. Non, c'est une homothétie. Oui, c'est une homothétie tout simplement de centre. Et j'affecte Ce point est de rapport 1,5. Et j'appende. Oui, on va appender, oui, mais on va le faire après, parce que comme ça, on fera un append une fois qu'on aura fait les 3 cas. Une fois qu'on aura calculé, comme ça, on va à peine, on va mettre else et if. Non, ça c'est nul ce que je fais, ça n'a aucun intérêt. Donc là, on va mettre elif k égale 2. Voilà. Donc on n'a qu'à faire ici, cette fois-ci. Ah, c'est pas Maintenant, on va faire C'est elif. pas faux de le mettre. Ah bon, d'accord, allez. Oui, bien sûr. Il va. Ah bah oui, tu peux mettre autant de if que tu veux. Si tu veux mettre 10 if, Je m'explique. si tu étais dans un C'est vrai cube, que ça aurait pu marcher Tu vas aussi pas avec faire un boîtier if des- sans le elif. Hein. Alors ça a fait couler beaucoup d'encre pour savoir qu'est-ce qui vaut mieux. Oui, oui. Qu'est-ce qui vaut mieux préconiser aux élèves dans ces cas-là? Bah, ça va plus vite avec le LIF parce qu'il va pas lire les 3 conditions. Il en liste. Oui, ça va aller plus vite, oui, je suis d'accord. Donc c'est mieux. Voilà, oui. C'est parce que je
D'accord. Eh bien, C'est vrai. on va faire la nouvelle abscisse, c'est 1 plus A divisé par 2, puisque c'est le milieu du segment. Ouais, si tu as fait une connaissance. Donc A égale 1 plus A, le tout divisé par 2. Et B, c'est B divisé par 2. Voilà. Et là, il n'y a qu'à mettre else, puisqu'il n'y a pas besoin. Le troisième cas, c'est nécessairement lorsque K prend la valeur 3. Et là, ici, on est à 1,5, racine de 3 sur 2. Donc, A plus 1 demi divisé par 2. 1,5 plus A divisé par 2. Au lieu de mettre 1, on met 1,5 plus A divisé par 2. Voilà. Et pour B, on met racine de 3 sur 2 plus B. Donc, il n'y a qu'à faire math.sqrt3, si on n'a pas chargé le module math. Donc, racine de 3 sur 2. Non, je trouve pas l'étoile sur le clavier. J'arrête de faire le pi. Donc, np.sqrt, puisque j'ai mis numpy. Ah, t'as mis numpy. Bon, Voilà. parfait. Donc, sqrt, c'est aussi dans numpy. np.sqrt3 sur 2, oui. Et plus B, et le tout divisé par 2. Voilà. Ah ouais, Donc, et tu fais le append après. et là, autant faire le append maintenant, Ah, bien sûr. Donc, il y en a deux de append. Un pour ajouter à la liste des abscisses la nouvelle abscisse, et un pour ajouter à la liste des ordonnées la nouvelle ordonnée. Voilà. Et dans la boucle, après, c'est terminé. Dans la fonction, on n'a qu'à faire plt.plot. Non, plt axis d'abord. plt axis et entre axis.i. Un i à axis. J'avais mis un i, hein. Non, c'est de lui. Donc, je pense que, alors, je ne suis pas spécialiste de mathlib, je pense qu'il faut mettre la chaîne de caractères equal pour être tranquille, sûr que ce soit Oui, c'est dans un ça, repère orthonormé. Oui, c'est ça. Et on peut faire directement peut-être le PLT chaud, voilà, de A, B. Alors là, on va mettre un marqueur, parce que le marqueur, eh ben, on va mettre un pixel justement. Donc, il faut mettre une chaîne de caractères pour indiquer que je veux uniquement un pixel. Il faut mettre la virgule dans la chaîne de caractères. Alors là, ça fait un trop gros point pour moi. Hein. On va rien y voir. Voilà. C'est un point? Je sais pas ce On va que mettre une c'est. virgule. Ah, merci. Ah, mais je ne le connaissais pas, je suis allé chercher là. Hein. Ah, mais j'adore mettre Voilà. un point, moi. Et, ah ben non, parce que sinon on va rien y voir. Ah, Et bon, oui. on va mettre virgule, line style égale non également, parce que sinon on va rien y voir également. On va tracer que les points successifs, on ne va pas mettre les traits qui relient. Vous allez vite comprendre que, alors pareil, il faut une chaîne de caractères, c'est pas l'objet non, c'est une chaîne de caractères. On a un commande scatter qui fait une œuvre de points qui évite d'avoir à passer des éléments. Ah, c'est vrai. C'est juste une remarque. Oui, non, mais je ne la connais pas. Bon, oui, voilà. Elle fait ça, elle fait des nuages de points. Ouais. Ah, d'accord. Ah C'est oui, bon, oui, c'est elle comme fait ça. une vague de points. Oui, on aurait pu faire ça. Ça va? Je suis d'accord. Non, parce que là, je pense que moi, il y a un minuscule. Mais peut-être que ça marche aussi. Donc, effectivement, il y avait une autre fonction qui aurait fait la même chose, et puis un PLT chaud. Et puis voilà. Donc, PLT chaud, avec une paire de parenthèses vides, quand même. Et il n'y a plus qu'à exécuter ça. Voilà. Il faut peut-être appeler la fonction. Eh oui. Non, ça, c'est- Oui, mais on va taper dans la console. On va exécuter ça. Il y a le dessin. Et on va l'utiliser dans la console. La Voilà. VCA à éliminer peut-être. Attendez, là, il faut que je dise Ouais, il ça. faut que tu gères ça. Voilà, voilà. Bon, comme je ne connais pas le truc, je ne dis plus. Voilà, il faut l'enregistrer, mais ils vont proposer de l'enregistrer, c'est pas un problème. Ou alors on va l'enregistrer, non, ils ne le proposent pas. Il n'y a qu'à l'enregistrer sur, oui, là, voilà. J'ai vu, là. Essai, voilà. Payant. Oui. C'est bon. Bon,
ben, pas besoin de se mettre au milieu, hein. Mettons-nous à, je sais pas, ce que tu veux. Marche. 0,2, 0,3 par exemple. Hein. 0, 2. Oui, non, mais 0,2, 0,2. 0,2. Oui, parce qu'il faut quand même être dans le triangle. Hein. Je n'ai pas testé pour voir ce que ça donnait. 0,3. Oui. Et j'y vais pour combien? Je sais pas, qu'est-ce que tu veux? Ah, 20, 20. Enfin, c'est bien ça. Allez hop, 10 000. 10 000. On voit quelque chose. Et le suspense. Oh. Là, il n'y a rien du tout. Alors là, Les enfants, on les voit. Mais ils sont Ah, c'est toi, Ah, ils sont ton ami tout petits. combien, là? 20 20. Ah, ben, Ah. on voit rien. Il y a bien un pixel. Je vais changer le marqueur, moi, je vais avoir ça. mets un truc plus noir parce que. J'arrête. 10 000, hein. T'as dit Oui. 10 000. Ah, c'est tout petit, oui, le marqueur avec virgule. Ah ben oui, oui, 10 000. Oh. Donc, ce qui est assez spectaculaire, c'est vrai quand on ne connaît pas le truc, c'est que la réponse, c'est que ça ne converge pas. Ça ne couvre pas tout le triangle. Ça ne va pas former une partie dense. Ça esquisse une fractale. Et cette fractale, c'est l'ensemble de Sierpinski, qu'on appelle même le triangle de Sierpinski. Voilà. Donc, pour le voir encore mieux, on pourrait même aller jusqu'à 50 000, à mon avis. Voilà. Oui. Alors, ça rejoint en fait ce qu'on avait fait l'année dernière sur les sommes, parce que si au lieu de faire la moitié du chemin à chaque fois, tu fais les 2 tiers, tu vas avoir des trucs qui vont se raréfier au contraire. Et si au contraire tu prends un taux plus petit qu'un demi, là ça redevient, les trucs se remangent les uns les autres et se superposent. Oui, c'est vrai. Donc le facteur 1,5, c'est vraiment le facteur qui va faire ce On peut pas modifier le visuel programme là. Tu mets du tiers à Quoi chaque fois là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas modifier le programme. Modifier le programme, comment ça? On va mettre le coefficient d'homothétie. Ah, réduction. oui, si, on peut, oui. Oui. Peut-être on n'aura pas le temps de tout faire parce qu'il faut qu'il nous explique. Oui, parce que moi, ça va C'est être dans 5 difficile. C'est bon, dessin c'est C'est les séances d'exercice. Ah non, le dessin. Ah, mais non, parce que justement, maintenant, je veux vous montrer que, eh bien, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait 1 million. Oui, pardon. Voilà. Ah d'accord, oui. Bien sûr, d'avance. Avec plaisir. Donc, Et on je vous coupera en proposais montage pour les une démonstration, moi. Voilà. Je ne sais pas faire. Donc, j'ai essayé quelque chose de facile. Merci, Guillaume. Très bien. Ah, ben, ça marche. Très bien. Il a fallu que ce soit toi. J'ai fait 1 million de points. Ah, ben, comme ça, c'est plus net. Et j'ai détruit la planète. C'est là où on comprend qu'avec un égal 20, il y a peu de chances de comprendre que ça allait être cette figure fractale. Donc maintenant, voilà ce que je vous propose. De façon, en essayant d'être rapide et efficace. Bon, ça, c'est le programme. Ça, c'est moins beau. Ça. Alors, l'ensemble de Sierpinski, on prend un triangle. On enlève, on le coupe en 4 triangles équilatéraux. Voilà, comme vous le voyez. On enlève le triangle central. Et ensuite, dans chacun des triangles noirs résultants, on réitère le processus et on enlève à chaque fois le triangle blanc central. On recommence comme ça une infinité de fois et on arrive au triangle de Sierpinski. Bon, évidemment, une infinité de fois, c'est un peu flou. La définition mathématique, c'est que c'est une suite croissante dans le temps. Enfin, c'est l'intersection d'une suite décroissante de parties du plan. Alors, pour faire la démo, il y a sans doute plusieurs façons. Moi, je vous propose de considérer les coordonnées barycentriques. Voilà. Donc, si on a un triangle ABC, en fait, c'est le même que celui qui est avant, on aplati. Mais pour tout point du plan, on appelle coordonnées barycentriques de M le triplet, tel que M soit le barycentre des 3 points affectés de ces points. Donc, ça veut bien que vous allez dire, non, il n'y a pas unicité du triplet. Mais pour qu'il y ait unicité, eh bien, on prend un triplet normalisé, c'est-à-dire dont la somme des poids vaut 1. Voilà. Ce qui fait que je noterai dans la suite, le point M a pour coordonnées barycentriques alpha, bêta, gamma, ça équivaut exactement à dire ça. Alors, ce qui surprend, c'est qu'on est dans le plan
mais qu'on a quand même 3 coordonnées. Mais les 3 normes ne sont pas arbitraires. Il faut que leur somme soit égale à 1. Voilà. Donc, c'est effectivement la difficulté. Et alors, après, l'avantage des coordonnées barycentriques, c'est que, quand on a un peu l'habitude, eh bien, effectivement, on voit un peu ce que ça donne. Le point A ici, évidemment que comme coordonnée barycentrique, il a 1, 0, 0. Le point B, il a pour coordonnée barycentrique 0, 1, 0. Et celui-là, 0, 0, 1. Et ensuite, évidemment, ça ne va plus être des entiers. Les coordonnées barycentriques, ça va être des nombres compris entre 0 et 1. Et je vais les écrire en base 2. Voilà. Alors on peut être surpris parce qu'on se dit au début qu'il y a une histoire de triangle, on divise par 3, on a envie de dire ça ne va pas être en base 2, que ça va marcher, mais en base 3, comme dans l'ensemble de Cantor. Non, en base 2. Donc c'est des réductions de rapport 1,5. Oui, c'est ça, Ouais, c'est parce qu'on réduit ouais. par temps 1,5, hein, c'est pour ça que la base 2, elle agit. Donc ici, c'est le milieu. Donc, eh bien, là, 0,1 en fait, 0,1 en base 2, c'est 1,5, c'est 0,5. Donc ça veut dire que c'est le barycentre de A et de C avec comme poids 1,5 et 1,5. Et c'est bien normalisé, puisque 1,5 et 1,5, quand on fait la somme, ça fait 1. Voilà. Donc celui-là, c'est pareil. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que si on veut prendre ici, comme on redivise encore par 2, il ne faut pas s'étonner qu'il faille pousser 2 chiffres après la virgule. Le chiffre des dixièmes et le chiffre... Ah non, pardon, ce n'est pas les dixièmes parce que ce n'est pas en base 10, c'est en base 2. Le premier chiffre après la virgule, le deuxième chiffre c'est l'écart. Ouais. après la virgule. Les moitiés, les quarts, les huitièmes, tout ça. Et ensuite, les différents triangles, les sous-triangles qui servent à la construction du triangle de l'ensemble de Sierpinski, on comprend que quand on est par exemple dans ce sous-triangle-là, c'est que l'on a comme coordonnées barycentriques des coordonnées qui commencent par les chiffres qui sont là. 1, 0, 0. Et après, tout est possible. Bon, je ne parle que de la surface qui est représentée en bleu. C'est-à-dire que les côtés, je les ai gardés en noir. Donc, ils ne font pas partie de la surface. Voilà. Parce que justement, si on est sur les côtés, là, ça ne marche plus. Voilà. Bon. Mais ça, c'est pas grave. Et alors, si passer au sous-triangle, alors encore plus loin, ben ici, c'est qu'on commence par 1, 0, 0, 1, 0, 0. Ici, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Bon, en fait, c'est quoi? C'est qu'on se met au centre, et à chaque fois, il y a 3 directions. Si on choisit la direction A, on met un 1, 0, 0. Si on choisit la direction de B, on met un 0, 1, 0. Et si on choisit la direction de C, on met un 0, 0, 1. Donc si je décide d'abord d'aller vers le haut, eh ben, ça commence par 0, 0, 1. Et si après je décide d'aller vers B, c'est-à-dire vers le point inférieur 3, je rajoute en deuxième colonne 0, 1, 0. Ce qui fait qu'après, c'est très facile de voir que les points de l'ensemble de Sierpinski, ce sont ceux dans les coordonnées barycentriques, comportent un seul 1 et un seul chiffre, un seul bit, puisque c'est que des 0 et des 1 dans chaque colonne. Donc, ça c'est un point qui est dans l'ensemble de Sierpinski. D'abord c'est 1, 0, 0, ensuite 0, 0, 1, ensuite 0, 0, 1. Bon, alors comme ça commence par 1, 0, 0, je suis allé là, après je suis monté vers le haut, puis après je suis allé par là. Voilà. Bon, alors vous pouvez vérifier si je ne me suis pas trompé, normalement, il y a à chaque fois, dans chaque colonne, une seule fois le chiffre 1 et 0 pareil. Donc tout le monde comprend bien entendu que quand on va faire ensuite, si on part de ce point qui est là et qu'on parcourt la moitié du chemin en direction de A, ben on fait une hypothésie de rapport 1,5, et ça fait quoi? Et bien ça va faire qu'il faut faire le barycentre à poids égal de ce point avec l'origine. Et donc, du coup, eh bien, on va diviser par 2, on peut le voir aussi comme ça, les poids correspondant ici aux 2 autres sommets. Et en divisant par 2, ça va décaler par là.
Tandis que ici, on divise par 2 et on rajoute un demi. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ça fait apparaître un 1. Donc, quand on se dirige vers A, eh bien, on pousse tout vers la droite et on rajoute un 1, 0, 0. Quand on se dirige vers B, on pousse tout vers la droite et on rajoute 0, 1, 0. Et quand, pareil, on va vers C, on pousse tout vers la droite et on rajoute 0, 0, 1. Voilà. Ce qui fait que, vous comprenez tout de suite que l'ensemble de Sierpinski, eh bien, il est stable par chacune des 3 homothéties qui nous intéressent. Les homothéties de rapport 1,5 et de centre A, B et C. Bon, en fait, même si on n'est pas spécialiste du tout de la théorie des fractales, vous savez sans doute que les fractales ont des propriétés d'invariance par des homothéties comme ça, invariance d'échelle. Donc, il ne faut pas s'étonner. Pour ça, on a bien compris que le triangle de Sierpinski, effectivement, quand on fait une homothétie de rapport 1,5, eh bien, il est invariant. Voilà. Donc, ça veut dire que si vous partez pour votre marche aléatoire d'un point qui se trouve dans l'ensemble de Sierpinski, eh bien, en fait, tous les autres points de la marche aléatoire resteront dans l'ensemble de Sierpinski. Voilà. Et donc, on voit tout de suite qu'effectivement, ça en fait beaucoup, mais c'est loin de faire tout le triangle. Et qu'il y a un grand nombre de points, ils ne seront jamais atteints si on part d'un point du triangle de Sierpinski. Mais alors, vous allez me dire, ouais, mais dans l'exemple où on a fait tourner le programme Python, bon, on n'a pas fait attention de savoir de quel point on était parti. On avait pris je ne sais plus quoi. Mais parce qu'en fait, quel que soit le point dont on part, en fait, eh ben, l'ensemble de Sierpinski va jouer le rôle d'attracteur, on va converger vers l'ensemble de Sierpinski. Ou si vous voulez, tous les points de l'ensemble de Sierpinski seront des valeurs d'adhérence de la suite aléatoire qu'on a construite. Voilà. Alors c'est vrai qu'on n'a pas bien regardé sur l'exemple qui a été généré en faisant tourner le programme Python, mais peut-être que si on regardait bien, il y avait quelques pixels qui n'étaient pas dans l'ensemble de Sierpinski. Voilà. Mais 1 ou 2 pixels, 3, 4 qui n'y sont pas, peut-être même une infinité officiellement qui n'y sont pas, une infinité. Mais après, évidemment, vous avez compris que ça convergeait vers l'ensemble de Sierpinski. Et est-ce que c'est difficile à démontrer, ça? Non, pas du tout. Parce que si on part d'un point quelconque qui n'est pas dans l'ensemble de Sierpinski, alors celui-là, il n'est pas dans l'ensemble de Sierpinski. Pourquoi? Mais parce qu'il y a 0, 0, 1, là c'est bien parti pour être dans l'ensemble de Sierpinski, mais après il y a 0, 0, 0. Voilà. Et après il y a 1, 1, 1. Donc déjà avec ce 0, 0, 0, c'est pas dans l'ensemble de Sierpinski. Voilà. Puis là aussi il y a 0, 0, 0. Donc là c'est un point qui n'est pas dans l'ensemble de Sierpinski, mais ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure des pas de la marche aléatoire, eh bien ça se pousse vers la droite pour rajouter des colonnes. Voilà. Et par exemple, on rajoute 10 colonnes si on fait 10 pas. Mais les colonnes que l'on rajoute, elles sont toujours de la bonne forme. Elles sont toujours de l'une des 3 formes, 1, 0, 0, 0, 1, 0 ou 0, 0, 1. Ce qui fait que la condition initiale, elle est poussée vers la droite, et donc elle est petit à petit oubliée. Et on comprend qu'à coup sûr, la distance est divisée par 2. La distance d'un point à l'ensemble de Sierpinski est forcément divisée par 2 à chaque fois qu'on fait un pas dans cette marche aléatoire. Voilà. Parce qu'au bout d'un certain temps, eh ben, les rouges, il n'y aura plus que les rouges. Voilà. Alors, officiellement, effectivement, on n'aura aucun des points sur l'ensemble de Sierpinski. Mais ça converge vers l'ensemble de Sierpinski, si je puis dire. Alors évidemment, mathématiquement, ce n'est pas une limite. Mais c'est que tous les points de l'ensemble de Sierpinski sont tous des points d'adhérents de n'importe laquelle des suites aléatoires que l'on peut construire comme ça, quelle que soit la condition initiale. Voilà. Bon, et donc après, évidemment, on peut faire des exercices de probabilité formelle pour dire qu'il est presque certain que si, ou, etc., etc. Mais je ne voulais pas faire de probabilité sur les comportements de telle ou telle suite. Je voulais simplement faire des probabilités sur le fait que c'est aléatoire
au départ. Voilà. Et c'est tout. Merci François. On le remercie, mais il a mangé tout seul le temps des questions. Est-ce que vous avez quand même un point de difficulté ou de questionnement, de curiosité? Après, on va essayer un peu d'enchaîner parce que comme il y a on s'était dit 55, mais bon, avec Python et tout. On n'est pas eu peu que ça soit dans les temps, hein. Je suis un peu, mais... Bon, merci Si tu fais avec beaucoup. le triangle équilatéral, tu peux le faire avec un carré en faisant un rapport au triangle. Oui, Exactement. En fait, il a T'as le pas- tapis. Le troisième n'est hexagone. pas spécifique au triangle. Tu peux le faire avec les polygones. Ouais, avec n'importe quel